Gilles Pérez, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Shavuot Tov. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Studio Qualitas. Je rappelle que vous êtes guide, un des plus célèbres guides francophones d'Israël, au moins en tout cas en Israël. Merci d'être avec nous à nouveau ce matin pour nous parler d'un sujet qui est à cheval entre, on va dire, l'aspect historique, religieux et l'actualité, on va dire, politique, diplomatique et même, on va dire, lié au processus de paix. Il s'agit de cette tension que l'on a constatée au cours des derniers jours sur un site appelé la Porte de la Miséricorde, Sha'ar HaRachamim. Alors, c'est un site qui est situé sur le mont du Temple. Expliquez-nous d'abord ce qu'est le Sha'ar HaRachamim, cette Porte de la Miséricorde, écoutez, historiquement. Vous avez d'abord tout à fait, vous avez mis le doigt sur les choses, sur les points importants et les tenants et aboutissants de ce sujet. La Porte de la Miséricorde, c'est la porte du rempart oriental du mont du Temple, le Kotel qui est tourné vers le mont des Oliviers. On a l'habitude d'appeler le Kotel celui où les Juifs se réunissent fréquemment, mais le mur occidental. Le mur occidental a 3 pans, c'est un grand rectangle, donc 2 murs qui sont longs et un mur qui est court. Le mur occidental est à l'ouest, le mur oriental à l'est et le mur étroit du sud que l'on voit très bien en dessous de la mosquée El-Aqsa. De quoi s'agit-il? Il y a ici une porte qui est mentionnée, une porte qui existait à l'époque du Second Temple. Dans la tradition juive, c'est une porte que le Messie devrait emprunter le jour de son entrée. C'est une porte qui existait à l'époque du Beth Amikdash, du temple. Oui. Cette porte existait sous une autre forme. Ensuite, ce temple, comme vous le savez, a été détruit en l'an 70. Les Juifs ont été chassés. L'endroit a vécu divers bouleversements, mais à l'époque byzantine, lorsque l'Empire romain qui avait chassé les Juifs reconnaît l'Ancien Testament, il va donner une importance à cet endroit-là, et on pense, bien qu'aucune fouille jusqu'à ce jour n'y ait été effectuée, on pense que la porte a été modifiée et élargie, agrandie à l'époque byzantine, probablement. Tout cet espace a été détruit quelque peu avant l'arrivée de la dynastie Omeyyade par les Perses au 7e siècle. Et quand les Omeyyades, donc c'est le premier grand empire musulman qui part de Syrie et qui va conquérir les bords de la Méditerranée, aussi bien vers le nord, on les retrouvera avec Charles Martel, que vers le sud en Afrique du Nord, les Omeyyades vont reconstruire et faire de cette porte un très très bel édifice. C'est lié aussi à la tradition musulmane qui est basée sur différentes légendes de la fin des temps, de la venue messianique. C'est ça. Alors, cette porte-là, elle a la particularité d'être fermée. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de porte. C'est une porte sans porte, on va dire. L'avant-dernière étape. C'est-à-dire l'Empire ottoman. Lorsque les Turcs, l'Empire ottoman va contrôler donc son accès sur les 3 continents, les pays musulmans du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à cette époque-là, cette porte va être murée. Une légende, une tradition, c'est dur à vérifier, c'est dur à mesurer, dit que cette porte a été murée pour empêcher la venue du Messie des Juifs ou pour empêcher le retour de Jésus, puisque je vous rappelle que c'est la porte vénérée par les chrétiens du dimanche des rameaux. Je vous rappelle que pour les chrétiens, c'est un lieu extrêmement important. Mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, tout ceci prend de l'importance dans la période actuelle, préélectorale, permettez-moi, parce que c'est extrêmement lié. Et vers laquelle différents signes nous annoncent des choses. Alors ça, parce que ce que l'on voit, nous, ce que l'on a l'habitude de voir, c'est cette porte de l'extérieur, quand on est, on va dire, quand on est par exemple sur le mont des Oliviers, ou quand on passe par exemple par la route qui contourne justement donc les murailles, on voit cette porte, elle est fermée, il y a un cimetière musulman autour, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a dedans, voilà, à l'intérieur. Il y a dedans un grand édifice. C'est une très très belle porte. C'est une porte à l'ancienne, comme les portes anciennes des cités fortifiées. Donc c'est un complexe spacieux et large. Mais il y a plusieurs acteurs. Je vais vous les donner et ensuite chacun tirera ses propres conclusions. Nous sommes en période électorale en Israël.
comme nous avons pu le remarquer dans différents endroits de par le monde. Je vous rappelle par exemple les élections en Espagne. À l'époque, vous rappelez Zapatero, un attentat islamique très très peu de temps avant les élections a fait basculer, oui, ou a donné en tout cas aux musulmans le sentiment aux islamistes, qu'ils ont pu faire basculer le vote de la population citoyenne. Sur le mont du Temple, dans ces dernières années, plusieurs choses ont eu lieu. Les périodes Oulmert, période Netanyahou, ont été des périodes qui ont été bonnes pour les musulmans au niveau de renforcer leur contrôle de l'esplanade de façon évidente. Et on a eu pendant quelques années un groupement qui s'appelle Mourabitoun. Oui. Ces Mourabitoun sont alimentés de façon financière et activés de slogans, etc., extrêmement violents. Le mont du Temple est en danger, El-Aqsa est en danger, et tous les faisceaux étaient tournés par là. C'est dirigé par la branche israélienne des frères musulmans, ce qu'on appelle la faction nord de Cheikh Raed Salah, que nous connaissons bien en Israël, avec qui qu'on a laissé agir pendant pas mal de temps. Malheureusement, cette histoire, si vous en rappelez, s'est dégradée. Les Mourabitoun, c'était des femmes très très couvertes, qui agressaient aux abords, dans la vieille ville, aux abords de l'esplanade et sur l'esplanade, tous les gens qui n'étaient pas ceux qui devraient y être selon leurs critères, qui n'étaient pas de pieux musulmans. Et nous avons en parallèle... Alors on avait l'impression que ça s'était un petit peu calmé, mais là, pourquoi finalement, ces derniers jours, on va dire ces 2 dernières semaines, il y a cette recrudescence, il y a des échauffourées entre les forces de sécurité israéliennes qui sont sur place, il faut dire, et des manifestants palestiniens. Pourquoi ? Mon interprétation de tout ce qui ressort est que le status quo qui existe sur l'esplanade, qui est maintenu et respecté par Israël et qui a donné un contrôle extrêmement marqué au Conseil suprême islamique, qu'on appelle le Waqf, qui a doublé ses forces de sécurité dans les dernières années, sponsorisées par la Jordanie. Oui. Tout ce petit monde qui est sur l'esplanade a le sentiment que l'intérêt du gouvernement israélien actuel jusqu'aux élections, c'est un calme qui mettrait donc en valeur les capacités de protection. De protection du gouvernement, la capacité d'avoir calmé le jeu et d'avoir rendu l'espace tranquille. C'est pas le bon moment pour personne en Israël pour que des échauffourées violentes aient lieu. Mais, à l'horizon, on sait que M. Trump a un programme. Oui, le plan de paix, le fameux deal. Un plan, le plan du centenaire, il a toutes sortes de noms, et c'est l'occasion pour les mouvements islamiques d'essayer de tirer leur bille et de marquer de la façon la plus physique leur position. Et donc, le status quo, on ne touchait pas sur la porte. C'est ça, jusqu'à présent, il y avait un statu quo qui maintenait... On ne s'approchait pas. On ne s'approchait pas. Il y a là-haut 2 policiers dans une petite guérite qui surveillent d'un côté et de l'autre de la porte, du haut du mur, pour bien voir que personne ne s'approche. C'est un endroit qui était pas dire exterritorial, mais enfin, que l'on n'utilisait pas. Qu'on n'activait pas. On assiste dans les derniers mois, à la réactivisation de plusieurs mosquées qui étaient endormies, par exemple dans le quartier juif de Jérusalem, en plein cœur de la rue Chabad, et juste mitoyen à la synagogue de la Chourva, des mosquées qui étaient abandonnées, et on assiste aussi au même phénomène, le mouvement islamique, je vous rappelle. Et là, j'ajoute une autre donne que vous n'avez pas mentionnée précédemment. Le mouvement islamique s'est scindé des autres partis pour les élections israéliennes. Oui. Il est très important pour lui, pour rentrer à la Knesset, de se renforcer, de baser ce fameux Ahuz HaChassima, ce pourcentage, ce seuil d'éligibilité. D'éligibilité, autrement, il se retrouve sans représentant. Le seul moyen d'avoir du monde, c'est d'être actif. Oui, et de mener une campagne anti-israélienne. Et donc là, on a des intérêts jordaniens de la ligne dure qui
alimenté par le Moufti de Jérusalem, et nous avons par derrière, et ça, nous y assistons depuis très longtemps, je suis assez étonné de voir le laisser-aller gouvernemental là-dessus. Depuis 1 an et demi ou 2, nous assistons à une venue en masse de pèlerins islamiques turcs, agitateurs, qui viennent directement, quasi sponsorisés par Erdogan, et la Turquie essaie de chapeauter cette affaire-là. Il y a eu toutes sortes de choses, comme par exemple, dans ces derniers mois, ce tout magasin de ville est de Jérusalem qui appose le drapeau turc sur sa vitrine, reçoit $500, etc. Toutes sortes de choses pour montrer la place que se donne la Turquie d'aujourd'hui, d'être celui qui va Donc pour résumer, Gilles, on comprend que c'est un site historique, on va dire, de première importance, qui est lié à toutes les religions, aux trois religions monothéistes, et c'est un site qui aujourd'hui suscite un intérêt de la part des islamistes en particulier, du Waqf également, pour essayer de développer une politique du fait accompli afin de renforcer l'empreinte des islamistes donc sur cette région, sur le mont du Temple, en perspective de ce deal du siècle que nous prépare Donald Trump au lendemain des élections. Et ceci nous rappelle un événement qui a eu lieu précédemment, je vous rappelle, en 95, lorsque nous avons terminé les fouilles du tunnel qui longe le Kotel, mais qui ne va pas sous l'esplanade. Oui, bien sûr, c'est ça. Le gouvernement Netanyahou de l'époque, avec M. Olmert, maire de Jérusalem, et ses conseillers aux affaires arabes et musulmanes, ont donné, sous un même type de pression, le sous-sol colossal, monumental de la mosquée El-Aqsa au front islamique pour le transformer en mosquée. Voilà. Donc c'est une stratégie très claire de la part des... Bien sûr, ils ont vu que ça marche, le moment il n'y a pas de raison de se priver. Et donc on a 40 jours intéressants, malheureusement, qui se profilent à l'horizon. Eh bien, Gilles Pérez, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir avec vous à la fois l'aspect historique et à la fois l'aspect politique et actuel de ce site, donc de la Porte de la Miséricorde de Sha'ar HaRachamim. Je rappelle que ceux de nos auditeurs qui veulent vous retrouver peuvent vous retrouver sur votre site d'information www.gilles Pérez, je sais pas, il y a un point entre Gilles et Pérez. Non, c'est GILPEREZ. Bienvenue pour de très belles visites. Dans tous les domaines, on va pas faire que .co.il. traiter ce domaine. Voilà, bien sûr. Une très belle semaine. Merci et un bon mois de Hadar. Merci également. Un mois de joie pour tout le monde. Amen. Merci beaucoup et Shavuot Tov. Avec plaisir.